Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire et je vous remercie, pour votre présence. Je me présente brièvement, donc je suis Audrey Lemercier, en charge de l'animation et de l'information logement à la Maison de l'Habitant. La Maison de l'Habitant est un guichet d'information unique sur toutes les questions du logement, pour les habitants de Nantes Métropole. Il est piloté par une association qui s'appelle l'ADIL, dont je fais, moi-même partie. Ce webinaire s'inscrit dans une semaine de l'accession qu'on organise chaque année, puisque l'ADIL a dans ses missions, entre autres en tout cas, vraiment une mission de conseil et d'information auprès des propriétaires et notamment des futurs propriétaires pour, les accompagner dans la préparation et la sécurisation de leurs projets d'achat immobilier. Donc chaque année, au mois de mars, nous avons ces temps forts pour essayer de vous accompagner au mieux dans vos projets d'achat immobilier. Donc ce soir, on est ensemble pour, 1 heure au cours de ce webinaire. On va avoir 3 temps principaux, d'intervention au cours de cette heure-là. On va tout d'abord vous présenter ce qu'est l'Office foncier solidaire de la Loire-Atlantique et ce qu'est le bail réel solidaire. Donc je vous rassure tout de suite, si ces termes sont pour le moment très obscurs, l'objectif c'est vraiment que vous puissiez, y voir un petit peu plus clair à la fin de ce webinaire, là. Donc le petit temps de présentation va être assez bref. Après, la deuxième partie va tourner autour des questions que vous vous posez très certainement sur le bail réel solidaire. On a listé des questions qu'on a nous de manière, très récurrente, dans le cadre de, voilà, d'échanges qu'on a avec des habitants de la métropole notamment. Donc on balayera voilà 8 à 10 questions, un petit peu phares qui reviennent très régulièrement sur ce dispositif. N'hésitez pas, je le dis tout de suite, mais vous avez l'outil conversation sur l'outil Teams. N'hésitez pas en parallèle, bien sûr, à nous interrompre, à poser vos questions aussi sur cet outil-là. Et si vous souhaitiez, prendre la parole, c'est aussi possible. Vous avez une petite option lever la main. Vous avez juste à cliquer dessus et dans ces cas-là, moi, je vous donnerai la parole. Si vous voulez poser votre question, de vive voix, bien sûr, sentez-vous libre de le faire, il y a aucun souci. Et on finira par une petite partie plutôt actualité pour vraiment que vous ayez, les informations en temps réel sur les programmes qui sont en commercialisation, on va dire là, à l'instant T et puis dans les mois à venir. On est du coup 3 intervenantes, ce soir sur ce webinaire. Bon, je me suis présentée brièvement. Il y a aussi avec nous Gaëlle Perchoc qui est chargée d'information logement à la DIL de Loire-Atlantique. Bonsoir Bon Gaëlle. bonsoir Audrey. Et Lynn Elzarago qui est secrétaire générale d'Atlantique Accession Solidaire, qui est donc l'office foncier solidaire de notre territoire. Bonsoir Lynn Elza. Bonsoir à tous. Je vois les petits messages dans le chat, a priori tout fonctionne bien, donc c'est super, on peut continuer. Moi, je vais juste, pour finir cette introduction, vous rappeler un petit peu ce qu'est la Maison de l'Habitant. Donc je le disais tout à l'heure, c'est un lieu d'information sur le logement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les missions qu'il y a à la Maison de l'Habitant, mais en tout cas, ayez en tête que si vous avez une question en lien avec le logement, on est plusieurs interlocuteurs, plusieurs associations au sein de cette Maison de l'Habitant pour pouvoir répondre à vos questions, que ce soit dans le cadre d'un projet d'achat, mais aussi de mise en vente, que ce soit, dans le cadre d'une demande de logement social. Et il y a au sein de la Maison de l'Habitant une équipe qui accueille le public sur la demande locative sociale. Déposer une demande, mettre à jour une demande, savoir comment fonctionne la demande locative sociale. Vous pouvez nous consulter sur cette thématique-là. Aussi dans le cadre de la location, parce que vous avez une équipe de conseillers juristes au sein de la Maison de l'Habitant qui peut répondre à toutes vos questions dans le cadre de rapports locataires-propriétaires, mais parce qu'on peut aussi vous donner des billes, notamment, sur les solutions de logement jeunes, solutions de logement senior. Gaëlle qui intervient ce soir a notamment ça dans ses missions. Globalement, vous pouvez trouver de l'information sur tous les dispositifs et les solutions de logement qui existent sur Nantes Métropole. Et puis enfin, un des derniers gros volets, c'est tout ce qui va être rénovation énergétique, puisque vous avez au sein de la Maison de l'Habitant, l'espace conseil France Rénov'. Je rentre pas plus dans le détail, voilà, gardez en tête, Maison de l'Habitant, une question logement, c'est un numéro de téléphone unique qui s'affiche ici, 02 40 89 30 15. N'hésitez pas à nous passer, un petit coup de téléphone. On vous a remis, nos horaires d'ouverture. Cette semaine de l'accession, elle s'inscrit dans le cadre d'un programme un peu plus large qui s'appelle les rendez-vous de la Maison de l'Habitant. On vous renverra les liens vers le programme à venir. C'est un programme trimestriel. L'idée, c'est voilà, d'avoir un temps comme celui-ci. Ça peut être des webinaires, ça peut être des ciné-débats, ça peut être des conférences, des soirées d'information à la Maison de l'Habitant. L'objectif, c'est toujours pour nous d'essayer d'accompagner les habitants au mieux dans leurs sujets, sur leurs questions en lien avec le logement.
On vous enverra tous ces éléments-là. Je le dis dès l'introduction, si vous n'avez pas forcément le temps de prendre des notes, et cetera, on vous fera un petit mail récapitulatif demain ou en début de semaine prochaine qui vous enverra donc, d'une part, le support qu'on vous présente ce soir, et puis diverses ressources, le programme d'événements. Vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter, on pourra vous remettre le lien et des outils vraiment propres à l'accession et à l'accession abordable dont il est question ce soir. Tous ces éléments-là vous seront envoyés par mail. Je m'en arrête là pour l'introduction. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole, tout de suite à Lynelle Zarago qui va pouvoir nous présenter ce qu'est le bail réel solidaire et ce qu'est aussi Atlantique Accession Solidaire. Lynelza, je te laisse la parole. Merci Audrey. Alors effectivement, moi je représente Atlantique Accession Solidaire, qui est un organisme qui s'appelle un organisme de foncier solidaire, un des 150 organismes de foncier solidaire qui existent en France. Et en fait, Atlantique Accession Solidaire, c'est une société coopérative en fait, qui a été créée il y a quelques années par les grandes collectivités locales du département de la Loire-Atlantique, et en particulier le département Nantes Métropole et l'agglomération de Saint-Nazaire. On les explique ce que c'est là pour l'instant. Et l'objectif, alors peut-être ce serait bien que chacun puisse couper son micro ou vérifier que son Oui, micro est bien complètement. coupé pour éviter les petits bruits parasites. Voilà, donc la mission d'Atlantique Accession Solidaire, donc qui n'est pas Atlantique Accession Solidaire, c'est pas un promoteur, on est vraiment une structure coopérative d'intérêt général, un peu un outil, on va dire, des collectivités locales sur les territoires pour pouvoir proposer une offre d'accession à la propriété abordable donc sur le département de la Loire-Atlantique au travers du bail réel solidaire, qui est donc un nouveau dispositif d'accession, enfin d'aide à l'accession à la propriété, qui est, qui, au travers d'aides fiscales notamment et d'aides des collectivités, permet de proposer des logements en accession à la propriété beaucoup moins cher que sur le marché. Je ne sais pas si on passe à la slide suivante ou Ouais, complètement. Gaëlle, c'est toi qui... Non, c'est moi, je continue? Oui, Ok. vas-y Lynelza, tu peux continuer. D'accord. Donc, effectivement, le bail réel solidaire, qui est un nouveau dispositif. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous connaissiez un autre dispositif d'accession à la propriété qui s'appelait le PSLA ou la location-accession. Bon, le bail réel solidaire, ça a vocation maintenant à remplacer un peu le PSLA, en tout cas sur les secteurs où le marché de l'immobilier est le plus tendu. En fait, le principe du bail réel solidaire, c'est que vous allez acheter les murs, on va dire, du logement et l'OFS, donc en l'occurrence l'organisme que je représente, Atlantique Accession Solidaire, va lui acheter le foncier, être propriétaire du foncier sur le long terme et va vous louer donc le foncier. Ce qui permet en fait de retirer du prix du logement le prix du foncier qui est, on le sait aujourd'hui, ce qui coûte finalement cher dans une opération immobilière. Voilà, donc ça permet de vous proposer des logements en accession à la propriété qui sont environ 30 à 50% en dessous des prix du marché immobilier neuf. Et ça vous permet, par l'accession à la propriété, de vous constituer un capital. Donc, vous aurez à verser un genre de loyer. Alors, on appelle ça la redevance foncière, qui devra être versée tous les mois à Atlantique Accession Solidaire en contrepartie, en fait, de la location du terrain. C'est un dispositif qui est, je le disais, assorti d'un certain nombre d'avantages, notamment fiscaux. C'est un produit qui bénéficie d'une TVA auto-réduite. Donc, c'est sur l'acquisition du logement, de votre logement, vous allez pouvoir avoir un taux un taux de TVA à 5,5% au lieu de 20% sur une acquisition traditionnelle dans le neuf. Et vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un abattement sur la taxe foncière. Donc, même si vous n'êtes pas, on y reviendra, mais même si vous n'êtes pas propriétaire du foncier, comme tout propriétaire d'un bien immobilier, vous allez devoir payer la taxe foncière, mais les collectivités peuvent vous accorder un abattement sur cette taxe foncière. Et puis, c'est un dispositif aussi de bail réel solidaire qui est assorti d'un certain nombre
de garantie, et notamment si vous aviez, on appelle ça les garanties en cas d'accident de la vie, des cas de perte d'emploi, de séparation, de décès, où on va pouvoir vous garantir, si vous le souhaitez, le rachat de votre logement, et éventuellement, si vous pouvez y prétendre, un relogement dans le parc locatif social. Voilà. Et puis plus généralement, nous on considère que le bail réel solidaire, c'est vraiment un outil de lutte contre la spéculation immobilière et la flambée des prix de l'immobilier. J'y reviendrai. Et ça s'explique par le fait que en fait, les prix de revente des logements vont être encadrés. C'est les prix de revente de logements et les ménages à qui ces logements vont pouvoir être vendus sont encadrés avec l'objectif d'avoir des biens, finalement, des logements qui soient toujours abordables en termes de prix sur le long terme. Voilà, donc ça c'est un petit schéma qui vous explique qui illustre un peu comment ça fonctionne. Donc la première étape, c'est effectivement que l'organisme de foncier solidaire, donc Atlantique Accession Solidaire, va acheter un terrain. Sur ce terrain, nous, on va confier en fait la réalisation d'un programme immobilier à un opérateur, un promoteur social, on va dire, qui va réaliser l'opération, donc qui va réaliser les travaux et qui va vendre les logements. Qui va vendre en fait les murs à des ménages qui sont sous plafond de ressources, mais on va y revenir avec Gaëlle tout à l'heure. Donc le ménage, lui, il achète les murs du logement et il loue le terrain donc à Atlantique Accession Solidaire qui va rester lui propriétaire du terrain sur le long terme. Et comme je le disais tout à l'heure, en contrepartie, l'acquéreur va payer Atlantique Accession Solidaire une redevance foncière. Le jour où le ménage souhaite revendre son logement, Atlantique Accession Solidaire va encadrer le prix. Alors ce prix, il est encadré dès le départ, c'est-à-dire quand on signe le contrat ensemble, dans le contrat, il sera bien indiqué à quelles conditions vous allez pouvoir revendre votre bien. Je crois qu'on a prévu d'y revenir après un peu plus en détail, hein. Tout à fait. Et donc, ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, que un nouveau ménage qui lui aussi est sous plafond de ressources peut acheter un bien à un prix qui reste abordable. Merci beaucoup Linelsa pour ce premier temps de présentation, voilà, très général sur ce dispositif. Comme je vous le disais en introduction, on va maintenant fonctionner un peu en mode foire aux questions, avec les questions qui reviennent très régulièrement, de la part, des habitants, des personnes comme vous qui sont, intéressées et intriguées par ce dispositif. Gaëlle va donc pouvoir répondre à cette première question. Concrètement, comment faire pour acheter un logement en bail réel solidaire? Alors, pour acheter donc un logement en bail réel solidaire, il y a des critères d'éligibilité. Donc on en a 3. Le premier, c'est un critère de ressources. Donc pour accéder au bail réel solidaire, vos revenus ne doivent pas dépasser, des plafonds qui sont fixés par la réglementation et par l'organisme de foncier solidaire. Donc ces critères, comment dire? Ces plafonds, vont dépendre de la composition familiale de votre foyer et également de la localisation du logement. Donc là, vous voyez à l'écran apparaître les plafonds qui sont pratiqués sur Nantes Métropole. Donc, il s'appuie sur le revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence, vous le trouvez sur votre avis d'imposition. Et donc, vous voyez, il y a une distinction en fonction de la localisation du logement. Les plafonds diffèrent en fonction si le logement se trouve en quartier prioritaire de la ville ou non, et en fonction de la composition du logement. Donc là, effectivement, ça fait de nombreux chiffres, hein, mais vous inquiétez pas, on vous envoie le support, donc ça vous permettra effectivement d'identifier si vous répondez bien aux critères de ressources. Donc à savoir sur Nantes Métropole, le revenu fiscal de référence qui est pris en compte, ce sont les revenus des 2 dernières années, donc l'avis d'imposition 2023 et 2022. Et donc, sur la slide suivante, on vous a également indiqué donc, les plafonds de ressources, qui s'appliquent sur le reste du département. Ensuite, donc, au-delà de la condition, des plafonds de ressources, le deuxième critère, c'est la résidence principale. Le logement doit constituer votre résidence principale. Vous n'achetez pas un logement en bail réel solidaire pour le louer, hein. Donc, l'idée, c'est de l'occuper à titre de résidence principale. Donc ça signifie que vous devez l'occuper 8 mois par an.
La troisième condition, donc elle est plus récente, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2025, donc c'est une condition de patrimoine. Donc vous ne devez pas être déjà propriétaire d'un logement qui est adapté à vos besoins. Donc concrètement, comment ça se traduit? Au moment de la signature du contrat de réservation, vous signez une déclaration sur l'honneur, mais la condition, s'applique à partir du moment où vous entrez dans les lieux. Donc voilà pour les 3 conditions en fait qui s'appliquent pour acheter un logement en bail réel solidaire. Donc à partir du moment, voilà, vous êtes éligible, vous vous posez peut-être la question, de savoir comment trouver les offres. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, sachez qu'à la Maison de l'Habitant, on réalise une veille, tous les trimestres, des opérations en cours de commercialisation sur le territoire de la métropole. Ça vous permet comme ça d'identifier les opérateurs qui vendent ces opérations, le nom des programmes et leur localisation. Ensuite, charge à vous effectivement de les contacter, pour en savoir plus. Voilà. Merci Yael, il beaucoup, y a Yael. une question sur Exactement, il y a sur une le question chat, qui je est sais pas si... arrivée juste avant qu'on commence sur, Ah, sur ce sujet-là. Christelle, donc, qui demande, donc c'est en lien avec la fin de présentation de l'INELSA, hein, de tout à ah l'heure. oui. Donc ça ne peut pas être un terrain que l'on a choisi, un grand terrain avec une petite maison. Oui, non, L'INELSA, est-ce que tu veux en rebondir? effet, on ne peut pas être dans une situation de ce qu'on appelle le contrat de construction maison individuelle où vous achetez un terrain et puis vous faites construire par un constructeur une maison dessus. Là, effectivement, on ne peut pas être dans ce schéma-là. On est plutôt sur des opérations qu'on appelle des opérations groupées, où soit on est sur effectivement un immeuble collectif, hein, donc on va être sur des appartements. Soit on a quelques opérations où c'est du logement individuel, donc ça va être effectivement des maisons, hein, ça existe les maisons en BRS, mais par contre c'est dans le cadre d'un petit lotissement avec un opérateur qui est bien identifié, mais c'est pas effectivement, ça peut pas être sur un terrain que vous avez vous choisi, identifié. Mhm. Après, je vois effectivement, il y a Oui, d'autres questions. Que Oui, se il y a une passe-t-il autre question. Que que se se passe-t-il passe-t-il si mon revenu fiscal de référence dépasse le plafond quelque temps après l'achat du logement? Alors, en fait, le revenu, on va le regarder au moment où vous signez votre contrat de réservation. Donc, si vous avez effectivement des évolutions, une évolution de salaire, de revenus ou autre après la signature de votre contrat de réservation, on ne remettra pas en cause votre éligibilité au BRS, hein. Donc, c'est bien au moment où on va bien regarder votre situation en termes de revenus au moment où vous signez votre contrat de réservation. Si vous êtes éligible, l'éligibilité vaudra même si votre situation évolue. Mhm. Il y a 2 questions qui sont arrivées, qu'on va aborder un petit peu plus loin dans les slides. Donc Samuel et Laurence, on ne vous oublie pas, mais on y répond un petit peu plus loin, donc on va continuer de le dérouler. Et par contre, il y a monsieur Le Tourneur aussi qui avait levé la main, donc je pense qu'il souhaitait poser une question à l'oral. Si vous le souhaitez prendre la parole Oui, est à bonjour. vous. Désolé, c'était moi avec le bébé tout à l'heure, je m'excuse. Il y a aucun souci. J'ai une question, en fait, on est un couple, et ma conjointe a déjà acheté en PSLA il y a 7 ans, je crois. Je voulais savoir si à nouveau on pouvait acheter en BRS ou PSLA. BRS. Oui, on va y revenir après par rapport à ça rejoint la question sur le point 3. Vous ne devez pas être déjà propriétaire d'un logement adapté à votre besoin. Si vous revendez votre logement PSLA, oui, c'est possible. Mhm. Mm. C'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir bénéficié effectivement d'un dispositif d'accession aidé et acheter en BRS. C'est pas un obstacle. Il faut le revendre à tout prix, c'est ça? Excusez-moi, j'ai pas. Ouais, on va y revenir un petit On peu va y plus tard. D'accord, revenir. très bien. Ouais, Ouais. ouais. Merci. Bah, je vous propose qu'on continue du coup sur les prochaines questions et puis vous verrez, hein, il y a des éléments de réponse qui vont faire sens à ce qui est dit dans la conversation. Justement, le BRS est-il réservé aux primo-accédants? Lynn, je vous laisse la parole. Alors, donc le BRS, il n'est pas dans les textes réservés aux primo-accédants. Alors, par primo-accédant, en général, on entend, c'est au sens du prêt à taux zéro. La manière dont en fait, les banques définissent la primo-accession, c'est qu'il ne faut pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années d'un bien. En fait, on n'a pas vraiment cette condition-là en BRS. Alors, sauf à l'exception de Saint-Nazaire Agglomération, puisque je ne l'ai pas dit, mais les collectivités locales, en fait, ici en Loire-Atlantique, accompagnent assez fortement le développement du bail réel solidaire. C'est-à-dire concrètement, elles donnent des subventions à Atlantique Accession Solidaire et à l'opérateur qui va faire la construction pour que ces logements puissent sortir à des prix raisonnables. Donc, en contrepartie, elles ont aussi le droit
si elle le souhaite, de définir un peu des critères complémentaires d'éligibilité. Et en l'occurrence, sur Saint-Nazaire-Aglo, ils ont souhaité que ce soit réservé aux primo-accédants. Bon, il y a une petite nouveauté depuis le 1er janvier 2025, c'est que la réglementation a un petit peu changé et on a une nouvelle condition maintenant qui s'applique, qui est une condition de patrimoine immobilier et qui dit qu'un un acquéreur d'un bail réel solidaire ne peut pas être, d'un logement en bail réel solidaire, ne peut pas être déjà propriétaire d'un logement qui sera adapté à ses besoins et capacités ou qui lui générerait des revenus lui permettant de se loger sur le marché privé, quoi, sur le marché classique. Et cette condition-là, elle est vérifiée lors de l'entrée dans les lieux. Ce qui veut dire que, comme le disait Gaël tout à l'heure, en fait, quand vous allez réserver un logement en bail réel solidaire, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien, alors la réglementation dit d'un bien adapté à vos besoins et capacités, donc ça suppose que ce soit un bien qui soit conforme, enfin qui corresponde à vos besoins en termes de taille, de localisation, etc. Donc, si vous avez déjà un bien immobilier qui répond à ces critères-là, en fait, vous devrez le vendre avant d'entrer dans les lieux, avant de prendre possession du BRS. Donc, bon, c'est une condition qui est un peu nouvelle, donc sur lequel on n'a pas énormément de recul, mais qui est assez claire sur le fait qu'effectivement, on ne peut pas acheter un BRS, enfin, en tout cas, on ne peut pas prendre possession d'un BRS si on est déjà propriétaire d'un autre bien qui correspond à ses besoins ou que vous avez mis en location et qui vous génère des revenus qui vous permettraient de vous loger sur le parc privé. Bon, ça c'est pour le coup une nouvelle condition qui s'impose à nous et qui prend la forme en fait d'une déclaration sur l'honneur. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez réserver votre logement, on va vous demander de signer cette déclaration sur l'honneur et vous aurez à la re-signer au moment où vous entrez dans les lieux. Après, très honnêtement, nous, aujourd'hui, on ne va pas aller vérifier si le logement correspond bien à vos besoins et capacités, parce qu'aujourd'hui, le texte, il est assez flou. On n'a pas... enfin, voilà, il faudrait qu'on entre dans une interprétation de ce que c'est qu'un logement qui est adapté aux besoins et capacités. Donc, on va dire qu'à partir du moment où vous allez signer cette attestation sur l'honneur, où vous-même, vous considérez que votre bien n'est pas adapté à vos besoins et capacités, voilà, on prendra acte de cela. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais Je pense que oui. voilà, l'application est pas forcément évidente. Et pour revenir à la condition de primo-accession, donc par contre, il y a effectivement... Alors, hormis ce sujet sur le fait d'être déjà propriétaire d'un bien en même temps que d'un BRS, qui n'est pas possible, il y a effectivement un sujet de financement, c'est que par contre, cette condition de primo-accession, elle s'impose pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro. Donc, vous ne pourrez pas financer votre BRS par un prêt à taux zéro si vous avez déjà été propriétaire d'un bien immobilier dans les 2 dernières années. On a bien vu les questions sur la redevance, vous inquiétez pas, on va y venir, hein. Ça fait l'objet d'une des questions justement qu'on va balayer, donc on va rentrer un petit peu plus en détail. Et donc il y a quand même une question qui est arrivée en lien avec le dernier sujet. Après revente du bien acquis en BRS, est-il possible de financer un autre bien classique à l'aide d'un PTZ? Alors, pas dans les 2 ans C'est ça, c'est la même suivant la condition des revente. En 2 fait, c'est ans. la même. La règle des 2 ans, elle s'applique. En fait, elle est pas liée au BRS, hein. C'est vraiment une règle propre au PTZ. Et donc, quel que soit le bien acheté et le bien revendu, cette règle, elle s'applique. On pourra vous envoyer, je prends note, je vous ai dit en introduction qu'on vous enverra un mail un peu ressources avec le support, avec diverses informations. On vous partagera, on a de la documentation justement sur le PTZ. On vous joindra cette documentation-là, qui n'est pas l'objet même là du webinaire de ce soir, mais on a des éléments là-dessus, donc on pourra vous les envoyer dans le mail. Je Oui, parce que propose du coup, il oui, y a une question du coup sur les plafonds aussi. Alors, la question, c'est en cas de primo-accession, on a forcément accès à un PTZ. En fait, le PTZ, c'est aussi lié à enfin, il y a aussi des conditions de ressources. Alors, moi, j'avoue que j'ai plus trop en tête les plafonds de ressources du PTZ, mais il me semble qu'ils sont supérieurs à ceux du BRS. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra, si vous pouvez transmettre aussi, ouais, ça marche. Je Gaël les ai Audrey, vus les là comme plafonds ça, du mais PTZ. je me le note et comme ça, on pourra vous repartager l'info après coup Puis il y a des questions dans de ce tranches petit et de mail. pourcentage de financement en fonction de la tranche Oui, de revenus dans c'est laquelle on se ça. trouve. Donc le PTZ, c'est C'est vraiment assez ça. spécifique. Mm.
Puisqu'on parle des financements, je Oui. vous propose qu'on passe à la question d'après. Puis-je financer pardon, mon projet avec la banque de mon choix? Gaëlle, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour financer votre projet, vous aurez, probablement besoin donc, de souscrire un emprunt bancaire. Donc en soi, oui, vous pouvez solliciter la banque de votre choix. Le bail réel solidaire reste quand même un dispositif assez récent. Il n'est pas toujours très bien connu de la part de tous les établissements bancaires. C'est pour ça, n'hésitez pas à solliciter, l'opérateur qui vous vendra le logement. Il pourra peut-être vous mettre en relation avec une banque partenaire, hein, pour lesquelles ils savent que voilà, il y aura un financement. On voulait aussi faire un petit point sur les taux d'intérêt. Donc, après une période de baisse, là, ces derniers mois, on constate un ralentissement, hein, de cette baisse, donc avec une stabilisation des taux. Donc en février, là, le taux moyen constaté était de 3,19%, donc de taux d'intérêt hors assurance. Et la durée donc, des prêts était quand même relativement long. Là, en février dernier, 68% des prêts accordés, il était sur une durée de 20 ans ou plus, hein. Mmh. Autre question qui nous revient aussi beaucoup, hein, donc effectivement, il y a la question des prêts, mais il y a la question aussi de l'apport personnel. Donc l'apport personnel n'est pas obligatoire, pour contracter, un prêt bancaire. Par contre, la banque peut quand même vous demander d'avoir un minimum, d'apport, au moins pour financer, les frais de notaire. Pour les frais de notaire, donc, dans le neuf, on est environ à 2 à 3 hein, du montant du bien, de l'opération. Dans l'ancien, on est à 7 à 8. Je rebondis sur la question du PTZ, hein, effectivement, donc il y a la question de l'emprunt bancaire. On peut venir mobiliser des leviers financiers, complémentaires comme le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro ne pourra pas financer seul l'opération. Il y a également, si vous êtes, en fonction de votre situation, hein, vous faites partie d'une entreprise, de plus de 10 salariés, vous pouvez peut-être financer, voilà, un prêt Action Logement. Donc, voilà, nous, on encourage vraiment, avant de vous lancer dans la démarche, en tout cas, de faire un plan de financement, donc, soit auprès de votre banque, mais n'hésitez pas, à contacter également la DIL, hein, parce que la DIL, peut vous proposer, voilà, des rendez-vous avec des conseillers juristes, hein, pour vraiment établir différents plans de financement en fonction de votre projet. Donc ça vous permettra vraiment d'étudier votre capacité d'achat, effectivement, et de pouvoir, regarder du côté, du prêt à taux zéro, d'avoir, une analyse un peu plus fine. Mmh. Super, merci beaucoup Gaëlle. Mmh. Une personne sur le chat pose la question de l'âge limite pour accéder au projet. Donc c'est vrai en tant que tel, il y a pas de critère d'âge dans le cadre du dispositif du bail réel solidaire. Il n'empêche que ça reste un achat immobilier pour lequel vous allez très probablement faire un emprunt bancaire, donc avoir les conditions plutôt des banques qui vous accorderaient le prêt. Mais en tout cas, sur le bail réel solidaire, il y a pas de critère d'âge sur le dispositif en tant que tel. Je vous propose qu'on passe à la question suivante, qui revient très régulièrement, notamment sur le sujet, on parlait un peu tout à l'heure de la dissociation du foncier et puis du bâti. Serais-je vraiment propriétaire si j'achète avec le bail réel solidaire? Oui, Linelsa, je te laisse la parole. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent du fait de cette dissociation. En fait, en termes juridiques, alors vous verrez si vous signez un contrat en BRS, en fait, on parle d'acquisition et de cession de droits réels immobiliers. Et donc, des droits réels immobiliers, c'est le terme juridique qui est employé. Et donc, ça correspond à une notion qui est très proche d'une pleine propriété. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser le logement comme vous le souhaitez, y faire des travaux, le vendre, le transmettre, sauf qu'effectivement, il y a un encadrement des conditions qui est défini par Atlantique Accession Solidaire et plus généralement par les OFS et par la réglementation pour garantir le caractère abordable dans le temps du logement. Donc, ce sont les seules limites on va dire, par rapport à une pleine propriété. Mais sinon, vous l'utilisez voilà, comme si vous étiez pleinement propriétaire de l'ensemble. Merci Linelsa. Puis-je revendre mon bien au bout de combien de temps et à qui s'adresser? Gaëlle, je te laisse la Oui. parole.
Alors, on l'a un peu, Elsa l'a évoqué tout à l'heure un petit peu en introduction, hein. Donc effectivement, vous pouvez revendre le bien quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de durée minimale de détention d'un bien en bail réel solidaire. Donc vous êtes libre de le vendre à tout moment et quelle qu'en soit la raison. Toutefois, hein, l'objectif vraiment du bail réel solidaire, on le disait, c'est de pérenniser sur le temps long un parc, d'accession abordable à la propriété. Donc il y a des conditions. Vous pouvez le revendre donc à une personne qui répond également aux critères d'éligibilité. Et le prix du logement donc est encadré. Il correspond en fait au prix auquel vous l'avez acheté, indexé sur l'indice de référence des loyers. Si vous avez réalisé des travaux dans le logement, vous pouvez effectivement les ajouter au prix de vente sur présentation de facture de moins de 10 ans et dans la limite de 6 000 € TTC. Donc une fois le logement vendu, il y a un rechargement du bail, donc le nouvel acquéreur bénéficiera lui également donc d'un bail d'une durée de 80 ans. Si jamais, vous avez des difficultés, pour trouver un nouvel acheteur au bout de 6 mois après la mise en vente, donc l'OFS peut vous accompagner pour trouver, également un acheteur. De la même manière, si l'OFS a des difficultés pour trouver un acheteur, au bout de 6 mois, ouais, il pourra se porter acquéreur du logement. Donc ça vous apporte vraiment des garanties, solides, via ce dispositif. Petite précision, hein, si l'OFS, voilà, vous aide pour, voilà, revendre votre bien, c'est pas une prestation complémentaire, d'accompagnement, c'est compris, dans la redevance, foncière mensuelle que vous versez. Merci beaucoup Gaëlle. On a quelques petites questions qui Mmh. arrivent et puis, Éric, je vais vous donner la parole juste après. Alors une question sur les nouvelles opérations, le projet de la caserne Millennium et cetera. Je vous propose qu'on en parle juste après. On finit de balayer les questions et puis on fait un petit point d'actualité, hein, justement sur les opérations en commercialisation, donc on reviendra dessus. Et puis, ensuite une question de Stéphanie. La limite des 6 000 € est-elle fixe ou est-elle amenée à évoluer? Car les aménagements ne sont pas les mêmes pour un T2 ou pour une maison T4. Ouais, ça c'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir. On était parti sur 6 000 € un peu par souci de lisibilité, de simplification, mais effectivement, on voit bien que ce que vous soulignez, hein, c'est pas la même chose pour les petites typologies. Donc dans l'avenir, on va peut-être faire évoluer faire plutôt quelque chose effectivement qui va dépendre de la typologie du logement, mais pour l'instant, c'est pas effectif, mais c'est en réflexion. Merci pour ces précisions. Éric, si vous le souhaitez, vous pouvez, prendre la parole pour poser votre question. Ok, merci infiniment. Je vous en prie. Première question, je pense qu'elle avait été laissée On dans y le est. chat, mais je pense que vous n'avez pas répondu. Vous y reviendrez certainement. C'était concernant le point en rapport avec la redevance foncière. J'aimerais bien que l'on clarifie. Et le second point, ou du moins la seconde question, c'est de savoir, je suis conscient après votre exposé que les tarifs peuvent varier en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe le projet. Mais est-ce que vous pouvez donner une idée sur le temps moyen que dure, par exemple, depuis l'ouverture du bail réel solidaire jusqu'à l'acquisition totale du logement? Une idée approximative pour qu'on puisse certainement se cadrer sur ça. Merci. Oui, bah c'est vrai que sur la durée, c'est vrai que là, on parle bien de programmes neufs hein, pour l'instant, ou alors de programmes vraiment qui font l'objet sur de l'existant, mais qui font objet de rénovation très lourde. Donc, on est sur de ce qu'on appelle de la vente en l'état futur d'achèvement, donc de la vente sur plan. Donc, nécessairement, ce sont des délais qui sont quand même effectivement assez longs. En moyenne, on va dire qu'on a à peu près 24 mois, 20 à 24 mois entre le moment où vous allez signer votre réservation et le moment où vous allez entrer dans les lieux. Donc c'est vrai que voilà, faut être conscient de ça. Et alors après, il peut y avoir des exceptions sur des programmes qui sont déjà en cours de travaux et sur lesquels il reste quelques logements où vous allez pouvoir acheter effectivement un bien qui est déjà en cours de travaux, qui peut se rapprocher de la livraison des travaux. Mais la plupart du temps, il va falloir effectivement être patient. Ok, merci. Et la première question, on avait fait. Bah, on a prévu d'y revenir. On y arrive. Oui, voilà, ça va être la question juste après. On y arrive. Merci. Mais je vous en prie. Et juste une petite question qui est arrivée aussi entre les deux avant qu'on passe au sujet de la redevance. Une personne qui demande s'il est possible de se retirer du dispositif entre la signature chez le notaire et la livraison du bien. Alors non, par contre, voilà, vous pourrez vous retirer entre la signature du contrat de réservation et la signature chez le notaire. Mais par contre, une fois que vous avez signé chez le notaire, en fait, vous allez avoir versé des appels de fonds aussi au fil de la construction et vous ne pourrez plus
vous retirez, alors sauf à recéder votre contrat en fait à un autre ménage, mais voilà, ça se fait, hein, c'est pas impossible, mais en fait c'est comme si vous vendiez en fait votre logement avant la livraison. Ce serait le seul moyen de se retirer. Merci Linelsa. Donc justement, on va parler un peu des prix de commercialisation et montant de redevance foncière. Linelsa, je te laisse la parole. Oui, du coup, alors on va revenir tout de suite à la redevance puisque ça a été plusieurs fois posé comme question. Nous, on a défini en fait une redevance, Atlantique Accession Solidaire a défini une redevance qui, en fait, on a deux niveaux de redevance. On a une redevance qui s'applique sur Nantes Métropole et qui est fixée, alors ça va peut-être pas vous parler comme ça, vous projeter, mais c'est 82 centimes par mètre carré de surface habitable, donc ça va dépendre de la surface du logement, par mois. Donc, ce qui vous fait, si on prend, nous, notre logement un peu moyen, c'est un type 3 de 65 mètres carrés, ça fait en gros une cinquantaine d'euros par mois au titre de la redevance foncière. Donc, voilà, pour vous donner une idée. Ça, c'est sur Nantes Métropole. Sur le reste du département, c'est un peu plus cher. Alors, pourquoi c'est plus cher sur le reste du département? Parce que sur Nantes Métropole, il y a un apport, une aide complémentaire de la métropole qui fait l'effort justement pour pouvoir rester sur des niveaux de redevance de cet ordre-là, de à peu près 80 centimes. Voilà. Et quand même, il faut signaler que cette redevance, elle va être indexée, hein, parce qu'elle est aussi liée derrière à des modalités de financement et puis à des charges de gestion qui sont soumises à l'inflation. Donc, en fait, elle va évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice qu'évoquait Gaëlle tout à l'heure aussi, qui est le même indice, en fait, que celui qui va s'appliquer pour le calcul des prix de revente. Voilà, sauf qu'on est en période de forte inflation, mais ce qui sinon est aux alentours de 1% par an, quoi. Et puis concernant les prix, donc là il est indiqué sur le support, alors c'est pareil, un prix qui va peut-être pas trop vous parler, qui est un prix au mètre carré de surface habitable, qui est fonction un peu de la typologie du logement. En général, le prix au mètre carré est plus cher pour les petites typologies que pour les grandes typologies. Donc, on va dire 3 200 € du mètre carré, ça va être pour des logements de type, plutôt des petits logements type 2. 2 pièces, et puis 2600 €, ça va être au mètre carré, ça va être plutôt pour les grands logements. Ça, après, c'est des prix moyens. Je peux vous donner un peu des fourchettes de prix par typologie de programmes qui sont là actuellement en cours de commercialisation, mais on les reverra peut-être tout à l'heure parce qu'on a quelques exemples de programmes à vous montrer. Un type 2, par exemple, ça va être entre 120 000 et 180 000 €. Donc, ça démarre à 120 000. Un type 3, là, dans ceux qu'on a disponibles, ça va démarrer aux alentours de 165 000 €. Et puis ça peut monter jusqu'à plus de 200 000 € pour vraiment des grands types 3. En type 4, on va être en démarrage aux alentours de 190 000 €. Et ça peut monter jusqu'à 280 000 €. Et les types 5, on va être en démarrage, là dans l'offre qu'on a actuellement, aux alentours de 220 000 €. Et ça peut monter jusqu'à 300 et quelques mille €. Voilà, donc retenez, je ne sais pas quels sont les produits qui vous intéressent les uns les autres, en termes de taille de logement, mais voilà, sur le T4, retenez qu'on est normalement en prix de départ à moins de 200 000 €. Il y a 2 petites questions qui sont arrivées entre les deux. Camille qui demande concernant les délais entre la signature du contrat et la livraison. Est-ce que le prêt commence dès la signature ou à l'emménagement dans le bien? Alors, en fait, ça va dépendre chaque opérateur, en fait, promoteur qui construit l'opération a ses propres règles en termes d'appel de fonds. Parce que, donc, normalement, l'opérateur, au fil de la construction, va vous faire des appels de fonds. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous mobilisiez des financements pour pouvoir financer ces appels de fonds. Alors, ce qu'on fait en général, c'est que on cale les appels de fonds pour que vous puissiez, si vous bénéficiez d'un PTZ, payer les premiers appels de fonds avec votre PTZ. Donc, votre prêt à taux zéro, par définition, il n'y a pas d'intérêt. Donc, vous ne paierez rien si vous débloquez uniquement votre prêt à taux zéro. Après, si vous commencez à débloquer votre prêt principal auprès de la banque, là, je veux dire, je laisserai peut-être Gaëlle compléter, mais ça va dépendre des conditions, des conditions que vous fixe la banque. Mais il est possible que
commenciez effectivement à régler au moins la partie assurance liée à votre prêt bancaire avant la livraison du logement, avant l'emménagement. Gaëlle, je ne sais pas si tu voulais Non, j'ai rien compléter. ajouté, c'est juste ce que tu indiques. Et du coup, avant de passer, au sujet, suivant, Benjamin demande s'il y a une forte file d'attente pour l'achat de ce type de logement. Bah, ça va dépendre des Compliqué de opérations répondre comme ça. Ouais, et ouais. des localisations. Évidemment, on a des opérations, enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans les centralités de la métropole de Nantes et sur le littoral, par exemple, où évidemment, là, on est plutôt effectivement sur la gestion de files d'attente. Et puis, on a des opérations qui se commercialisent plus classiquement avec, voilà, qui sont. Donc, ça, voilà, ça dépend. Oui, il n'y a pas de réponse, unique. Je vous propose qu'on aborde un autre sujet là qu'on n'a pas encore du tout abordé, je crois, à part en tout début, c'est de savoir si le propriétaire, du coup, paye la taxe foncière sur les propriétés bâties. Effectivement, l'INELSA l'a mentionné tout à l'heure, hein, donc comme tout propriétaire, vous serez bien redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc après, le bail réel solidaire, hein, reste un dispositif à vocation donc abordable, sociale. Donc les communes ou les intercommunalités peuvent prendre la décision d'un abattement sur cette taxe foncière. Abattement qui va de 30 à 100%. Sur les communes de la métropole, on est sur un abattement de 30%. À Pornichet, il va à 100%. Et cet abattement, il est valable sur toute la durée du bail, hein, donc sur les 80 ans. Et puis à savoir, petite information, donc l'abattement sur la taxe foncière est de 40% donc sur les constructions neuves, hein, pendant les 2 premières années. Donc voilà, vous avez quand même ce bénéfice fiscal. Merci beaucoup Gaëlle. Une question qui revient aussi, assez souvent, mes enfants peuvent-ils hériter de mon logement acheté en bail réel solidaire? Oui, donc ça, c'est une petite particularité aussi du bail réel solidaire, c'est que vos descendants vont pouvoir hériter du bail réel solidaire et le conserver s'ils respectent même les conditions du bail réel solidaire, c'est-à-dire les plafonds de ressources qu'on a évoqués tout à l'heure. L'objectif, c'est bien que ce bien, il reste finalement ils permettent toujours à des ménages qui sont sous plafond de ressources d'accéder à la propriété. Donc, ça veut dire que si les descendants ne respectent pas ces conditions de ressources, en fait, ils vont avoir l'obligation de mettre en vente le bien. Voilà, et la réglementation nous dit qu'ils auront 12 mois pour mettre en vente le bien, enfin pour vendre le bien. Par contre, si le descendant, en l'occurrence, respecte les conditions du BRS en termes de ressources et souhaite conserver et habiter le bien, là, on repart sur un nouveau bail de 80 ans. On a balayé les grandes questions, en tout cas, comme je vous disais, qui reviennent, assez régulièrement. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser dans l'outil conversation ou à lever la main pour prendre la parole si vous le souhaitez. On est encore ensemble un petit quart d'heure, hein, donc voilà, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser, on reviendra dessus. Et comme je vous le disais, on vous partagera le support et puis, il y aura un replay aussi de ce webinaire, hein, donc si vous voulez, voilà, revisualiser les choses de manière un peu posée, ce sera possible. On va finir. Excuse-moi Audrey, je vois Oui, qu'il y a vas-y, je aussi t'en des prie. questions dans la partie questions-réponses. Ah oui, OK. Notamment, alors ma question précédente concerne une commune en littoral. Du coup, je suis désolée, je sais pas quelle est la question du coup précédente. Et comment une petite commune de 2000 habitants peut s'engager dans un programme BRS? Y a-t-il un minimum de logements dans le programme? Il n'y a pas vraiment de minimum, en tout cas réglementaire, de logement dans le programme. Après, c'est vrai que pour qu'il y ait un équilibre économique qui se fasse, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de logements. Mais on a des programmes avec 5-6 logements. On peut avoir des programmes avec 5-6 maisons, par exemple. Voilà, ça peut se faire. Donc après, les petites communes de 2000 habitants qui de toute façon s'inscrivent dans le cadre d'intercommunalités plus grandes, elles peuvent aussi bien sûr mobiliser le BRS. En général, ce sont plutôt les intercommunalités qui apportent les aides. Donc les petites communes, elles peuvent bénéficier des aides des intercommunalités pour monter ces projets en BRS. Donc n'hésitez pas
allez en parler à votre maire éventuellement ou à vos élus. Après, je ne vous cache pas que le BRS, ça a un intérêt vraiment sur les zones les plus tendues, les marchés les plus tendus. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est pas pour dénigrer ces territoires-là, mais par exemple, on ne va pas forcément aller proposer du BRS à Châteaubriand ou dans des secteurs qui ne sont pas tendus et où on peut considérer que les gens arrivent à devenir propriétaires quand même à des prix raisonnables, quoi. Mm. Pour vous donner quelques chiffres, on le disait, hein, le bail réel solidaire est encore assez récent. Ça a été lancé en Loire-Atlantique en 2019, donc il n'y a pas un recul encore énorme. Mais on est actuellement, voilà, juste quelques chiffres clés. Il y a actuellement 33 programmes en cours de commercialisation, à la fois sur le territoire de Nantes Métropole, mais on le disait, hein, le dispositif est départemental, donc aussi sur les agglos de La Baule, de Saint-Nazaire, Pornic, Clisson et Savenay. Il y en a 16 qui vont être lancés prochainement, et donc on va y revenir juste après. Il y a déjà 9 programmes qui ont été livrés et 300 ménages qui ont déjà été engagés et qui ont déjà signé un bail réel solidaire. Donc ça vous donne en quelques chiffres un peu l'étendue du dispositif depuis son lancement assez récent, il y a 5-6 ans. Je regarde juste dans le chat, je vois qu'une question est arrivée. Les programmes BRS PSLA sont-ils proposés par Nantes Métropole Habitat et autres? En fait, oui, c'est Oui, ça. tout à Vous fait. allez le voir, on va balayer un petit document que ma collègue elle met à jour chaque trimestre avec une veille, hein, des opérations. Là, le document liste justement les opérations en PSLA et en bail réel solidaire. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle d'opérateurs, mais globalement, derrière, ce sont des bailleurs sociaux, hein, qui portent ces dispositifs-là, qu'on soit sur du PSLA ou sur du BRS. Il y a une autre question dans les questions-réponses sur une fois propriétaire du logement, puis-je m'absenter plusieurs mois pour un projet à l'étranger, par exemple, et louer mon bien en mon absence. Alors, ça, c'est pas possible. En fait, on a vraiment ce critère de résidence principale qui s'impose à nous, hein, notamment pour des questions fiscales. Pour pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit, il faut vraiment que le logement soit occupé à titre de résidence principale. Donc, si vous arrivez à justifier que même en étant à l'étranger, votre résidence principale est toujours à l'adresse du BRS, voilà, pourquoi pas, mais c'est vrai que mettre en location votre bien qui du coup deviendrait la résidence principale de quelqu'un d'autre, c'est pas aujourd'hui possible par le dispositif. Il y a une autre question, je ne suis pas sûre de la comprendre. Y a-t-il une date limite pour ce programme? Je pense que vous demandez s'il y a une date de fin du bail réel solidaire dans son ensemble, peut-être parce que vous avez aussi entendu parler que le PSLA va arriver, voilà, d'ici fin 2025-2026, il n'y aura plus de programme en PSLA. Je pense que l'Inelsa, tu vas pouvoir nous répondre, mais l'objectif est quand même de pouvoir pérenniser justement un parc d'accession abordable, donc il n'y a pas de date de fin de ce dispositif. Ouais, non, effectivement, hein, c'est un dispositif qui a vocation à être pérenne. Alors après, est-ce que les aides fiscales, elles, seront pérennes? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, le BRS, il n'a pas de date de fin. Quand je disais tout à l'heure que le BRS a vocation à remplacer en fait le PSLA, c'est pas par extinction du PSLA, hein, c'est parce que les collectivités locales voient bien que le BRS, on va dire, en termes de politique publique, a plus d'avantages que le PSLA et elles sont quand même assez nombreuses à se dire maintenant, en fait, on ne va plus faire et financer de PSLA, on va plutôt remplacer ce produit par le BRS. Mais le PSLA, potentiellement, il existe toujours et notamment, il existe peut-être sur des territoires, demain sur des territoires un petit peu moins tendus que ceux sur lesquels se développe le BRS. Je propose qu'on prenne une dernière petite question. Il y a un monsieur qui lève la main et puis après on balayera une cartographie justement qui vous permettra de visualiser où sont les commercialisations là en cours et puis à venir. Eric, je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, dans le contexte que vous avez présenté avec le BRS, vous êtes lié à un contrat en fait, le potentiel acquéreur est lié à un contrat de 80 ans, n'est-ce pas? Et Ouais. voilà. Et est-ce qu'après les 80 ans, il peut acquérir la pleine propriété? Si oui, et s'il veut par exemple payer de façon anticipée tout ce qui est rédevance foncière, est-ce que en ayant la possibilité de pouvoir payer de façon anticipée ses rédevances, il pourrait acquérir la pleine propriété avant le contrat de 80 ans?
Non, ça, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de. C'est pas effectivement comme une location avec une option d'achat à la fin. Non, c'est vraiment l'objectif du BRS, c'est que l'organisme de foncier solidaire, il reste tout le temps propriétaire du foncier et du coup, enfin des terrains et de conserver cette vocation sociale vraiment sur le très long terme, hein. C'est vraiment un outil on va dire, de lutte contre la spéculation foncière à très long terme. Donc effectivement, il n'y a pas possibilité à un moment de redevenir propriétaire de l'ensemble et de mettre fin au BRS. Après, ce que je voudrais rappeler par rapport à la durée de 80 ans, c'est que, comme on l'a dit, Gaëlle l'a dit tout à l'heure, la durée de 80 ans, elle est rechargeable à chaque mutation. C'est-à-dire que quand vous vendez votre bien, à un nouveau ménage, ce nouveau ménage, il repart pour une durée de 80 ans. Parce que sinon, au fil du temps, ça n'a plus d'intérêt pour les ménages, cette affaire. Donc, ce qui veut dire que cette durée de 80 ans, en fait, elle est quand même assez théorique, puisqu'hormis un cas où vous achèteriez à 20 ans un logement et que à 100 ans, vous seriez encore dans ce logement sans l'avoir ni revendu, ni transmis, etc. En fait, le BRS, il peut jamais arriver à échéance, puisque quand vous le vendrez, l'acquéreur repartira pour 80 ans. Mhm. Ok. Merci beaucoup pour vos questions. Je Merci. vais ouvrir une cartographie. Normalement, vous devriez la voir apparaître sur vos écrans. C'est une cartographie que met à jour l'INELSA au niveau de l'OFS, qui vous permet justement d'avoir un petit peu visibilité sur les opérations qui sont en commercialisation. Donc sur la Loire-Atlantique, on a étendu, on ne s'est pas arrêté juste sur la métropole. Donc les petites étoiles, les petites puces là, que vous voyez en vert, ce sont des opérations oui, qui sont en commercialisation actuellement. Et celles que vous voyez en bleu, comme ici par exemple sur la Turballe ou sur la Plaine-sur-Mer, ce sont des commercialisations à venir dans les mois prochains. Je pense que vous êtes globalement beaucoup sur la métropole. Et si ce n'est pas le cas, voilà, je balaye quand même assez rapidement pour que vous vous rendiez compte, ça fait le lien avec ce que disait l'INELSA tout à l'heure, hein, le bail réel solidaire se déploie notamment sur des zones tendues. Donc vous voyez qu'il y a des opérations en cours et à venir très prochainement sur Cap Atlantique, sur la Baule, sur toute la zone de Saint-Nazaire, et puis après sur toute la zone aussi de Pornic, Préfaille, ces territoires-là. Il y a une opération aussi en cours sur Savenay, sur Clisson, ici au sud, et puis après toutes les opérations sont sur Nantes Métropole. Pour vous donner un petit exemple, alors l'INELSA, tu me diras si tu veux que j'ouvre des opérations en particulier. On parlait tout à l'heure justement, est-ce que ce sont des bailleurs sociaux qui sont derrière? On voit là par exemple l'opération Daya, donc il y aura 16 logements en bail réel solidaire commercialisés par Nantes Métropole Habitat. Justement, il y avait Ouais. la question tout à l'heure. Donc ça, c'est en cours de commercialisation. Il reste pas beaucoup de logements, il reste des grands logements sur cette opération-là. Il doit rester 2 ou 3 T5, donc qui sont à 271 000 euros. C'est situé à côté du futur CHU, pas loin de la place de la République, donc sur l'île de Nantes. Voilà, un beau programme. On va avoir plusieurs programmes. Là, il y en a 2 qui sont en cours de commercialisation, donc près du futur CHU. Donc Daya et puis une autre, la Boîte de Lille, toutes les 2 commercialisées par Nantes Métropole Habitat, mais il va y en avoir d'autres. Il y a encore 2 autres opérations qui sont prévues, alors qui ne vont pas être mises en commercialisation tout de suite, mais plus probablement à la fin de l'année. Mais voilà, sur un secteur qui est voilà, plutôt attractif. Ouais. Tout à fait. On a une opération là sur Nantes Sud. Il y en a 2 aussi en cours actuellement là sur Bellevue. Ouais. Donc là, c'est vraiment dans le cadre du grand projet de renouvellement du quartier Bellevue et de la place Mendes France, où là, on a aussi 2 belles opérations. Place Mendes France, les travaux n'ont pas encore démarré, mais avec sur ces quartiers-là aussi des prix qui sont, voilà, assez bas aussi parce qu'il y a des aides particulières de la métropole de Nantes.
On a pas mal de programmes, enfin plusieurs programmes effectivement sur le nord-ouest, là, sur la route de Rennes et la route de Vannes. Mhm. Et puis des opérations. Donc il reste une opération sur le quartier Mélinette, là, à Nantes, voilà, qui est l'opération Carré Mélinette, qui est commercialisée par CIF Coopérative, enfin, le groupe CIF. Et puis on aura une ou deux autres opérations encore sur ce quartier Mélinette, de l'ancienne caserne Mélinette, donc qui est sur la route de Paris, à côté du théâtre Grand T. Et puis on a un autre quartier aussi sur Nantes où il va y avoir plusieurs opérations. Il y en a déjà une en cours de commercialisation, c'est le quartier de Doulon, Bautière. Donc là, il y a tout un nouveau quartier aussi en cours d'aménagement. Et donc, on a l'opération Archipel qui est commercialisée par le CIF et une autre opération qui va bientôt partir en commercialisation qui s'appelle La Bohème, pas très loin aussi par MFLA, ma fabrique du logement abordable. Je vois qu'il y a une personne, je Oui. crois, qui a levé la main. Je vous donne la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous demander sur des biens qui sont déjà en BSR, enfin, c'est des biens existants qui seraient mis en vente, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, pour l'instant, il y en a très peu des reventes parce que en fait, les premiers logements, comme c'est quand même un dispositif qui est vraiment récent, hein, les travaux sur les premières opérations ont été lancés en 2020-2021 et nous, les premières livraisons d'opérations, elles ont eu lieu l'année dernière. Donc en fait, aujourd'hui, on a 3-4 projets de revente et une revente qui a été signée. Donc on n'a pas mis en place encore vraiment de site internet ou de centralisation en fait des offres. Donc pour l'instant, il y a le seul moyen que vous avez éventuellement d'avoir accès à ces offres, c'est de vous adresser quand même aux opérateurs qui commercialisent les programmes neufs dont on a parlé là, parce que souvent les reventes vont passer par eux. Donc ils vont savoir s'il y a des reventes et notamment le cas qu'on évoquait tout à l'heure où il peut y avoir des gens qui revendent avant la livraison du bien. Du coup, ça passe systématiquement par l'opérateur qui réalise l'opération. Donc pour l'instant, c'est le seul moyen que vous ayez pour avoir accès à ces offres-là. Après, voilà, on va s'organiser dans l'avenir pour pouvoir les centraliser et au travers probablement d'un site internet, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais il y en a très très peu hein, pour l'instant. Je vois que le temps passe. On va balayer quand même un autre outil qu'on met à jour trimestriellement. On l'a mentionné tout à l'heure. Voilà, là, la carte au moins, ça vous permet de visualiser à un instant T où sont les opérations en cours et celles à venir là d'ici cet été. Au niveau de la maison de l'habitant, on a 2 outils qui vous seront aussi envoyés par mail et ça fait aussi un peu le lien avec la question là qui vient d'être posée par Corentin sur le chat. On va notamment balayer cet outil-là. Gaëlle met à jour chaque trimestre les programmes qui sont en cours de commercialisation. Je vais vous ouvrir le document. C'est un petit document voilà, là de 4 pages à l'heure actuelle qui vous permet vraiment d'avoir connaissance de toutes les opérations qui sont en commercialisation par opérateur, par bailleur social. Vous avez à chaque fois le nom de l'opération, quelques éléments de présentation. C'est un document qui est vraiment accession abordable. Donc, vous y trouvez à l'heure actuelle à la fois des opérations en BRS et des opérations aussi en PSLA. Vous avez à chaque fois les contacts des opérateurs et puis vous pouvez directement depuis l'outil, on va prendre là, au hasard la résidence des Pins sur Boye. Si vous cliquez sur le petit encart, vous basculez à chaque fois sur la page web du site internet de l'opérateur, de l'opération en question, où vous pouvez, vous avez globalement des informations sur les prix, sur les biens qui restent disponibles, quelques infos de présentation, on va dire, de l'opération. Et puis en général, vous avez des formulaires de contact, des plaquettes que vous pouvez télécharger, vous pouvez demander à être recontacté par l'opérateur. Donc voilà, cet outil-là, c'est vraiment un outil pratico-pratique qui répond justement à un besoin de centraliser l'information. Une fois que vous avez bien identifié le dispositif, vous savez que vous êtes éligible, parce que comme vous l'avez vu, il n'y a que 3 conditions. Après, c'est de savoir où sont les opérations. Et donc cet outil-là, il est vraiment fait pour vous accompagner un petit peu dans votre
dans votre recherche. Je ne sais pas, Gaëlle, si toi, tu voulais ajouter quelques éléments par rapport à ce document-là, mais n'hésitez Non, pas à nous on verra. solliciter en tout cas régulièrement pour qu'on puisse vous le communiquer. Et puis, il est à dispo aussi à la maison de l'habitant. Non, j'ai pas spécialement, grand-chose à ajouter, hein, parce que, du coup, Audrey, tu as tout dit. Peut-être juste préciser que sur la page, accession abordable de Nantes Métropole, vous retrouvez également une cartographie. Ça vous permet comme ça de situer également les opérations. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, ce document-là centralise les opérations qui sont actuellement commercialisées. On a un petit encart sur celles qui vont venir, prochainement, mais voilà, ça vous permet comme ça d'entrer directement, en relation, par la suite avec les opérateurs. J'ai envoyé là dans le chat, en lien avec une des dernières questions, le document, et puis de toute façon, on vous le renverra par mail, hein. Je vais juste rebasculer rapidement sur cette page-là. En parallèle, on vous l'enverra aussi. Ça, c'est vraiment la liste de tous les contacts des bailleurs et des opérateurs qui sont sur le territoire. Nous, on fait la veille au trimestre. On n'a pas la capacité de le faire plus régulièrement. Il est vrai que quand on arrive sur une fin de trimestre, que la veille date déjà de 2 mois, 2 mois et demi, on donne aussi cet outil en complément. Vous pouvez aller sur les sites internet de tous les bailleurs. N'hésitez pas à vous inscrire à des newsletters, tout ce qui est liste diffusion, sur des listes d'attente, pour faire connaître en fait votre projet d'achat auprès des opérateurs. C'est un peu le même format de document. Je le balaye juste rapidement et vous avez vraiment la liste en fait de tous les opérateurs qui peuvent être amenés à proposer des opérations en accession abordable sur le territoire. Ce sont des outils métropolitains puisqu'on est maison de l'habitant de Nantes Métropole, mais concrètement, ce sont les mêmes opérateurs un petit peu partout sur la Loire-Atlantique. Si vous avez encore une ou deux questions, on peut les prendre très rapidement. Et juste pour vous le redire, au sein de la maison de l'habitant, donc il y a le service juridique de l'ADIL qui peut aussi vous accompagner. Voilà, si vous avez d'autres questions au-delà de ce qui a pu être abordé là ce soir sur le bail réel solidaire, vous voulez y voir un petit peu plus clair sur votre projet d'achat, ou tout simplement vous avez besoin de faire un plan de financement. C'est le même type de rendez-vous dont parlait un petit peu Gaëlle tout à l'heure, hein, que vous pourriez faire avec un courtier, avec une banque. Vous avez vraiment besoin de poser votre projet financier. Vous avez besoin de connaître votre capacité d'emprunt, connaître éventuellement les autres types de prêts que le prêt classique auprès de votre banque auquel vous pourriez prétendre. On propose, nous, des rendez-vous d'1 heure qui sont bien sûr complètement gratuits avec un conseiller juriste. Donc, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de téléphone si vous souhaitez prendre ce type de rendez-vous. Ça peut se faire bien sûr à la maison de l'habitant, mais la DIL est aussi présente sur Saint-Nazaire. On a une deuxième agence sur Saint-Nazaire. Et puis après, on a 35 lieux de permanence sur le reste du territoire de la Loire-Atlantique. Donc, ce type de rendez-vous peut bien sûr se faire sur l'un ou l'autre de ces lieux d'accueil. Ce document est-il consultable sur le site de la DIL? À l'heure actuelle, vous avez la liste des opérateurs qui est sur le site. Je ne crois pas qu'on ait mis la dernière liste là, des opérations en commercialisation. Mais sur le site de la DIL, vous verrez, il y a une petite rubrique documentation de la maison de l'habitant. C'est là potentiellement que vous retrouvez justement tous les sujets un peu thématiques comme ceux liés à l'accession abordable. On vous renverra de toute façon un petit mail. On pourra y inclure aussi la cartographie là, dont vous parlez, Gaëlle, qui est là hébergée sur le site de Nantes Métropole, pour que vous ayez vraiment toutes ces billes-là de votre côté, que vous puissiez poser un petit peu votre projet d'achat, analyser un petit peu tous ces documents qui, on l'espère, pourront vous aider dans votre recherche. On espère en tout cas que ça aura aiguillé, un peu éclairé vos connaissances sur ce dispositif-là. On essaye de vous envoyer le mail au plus vite. Je vous garantis pas que ce soit demain, mais voilà, au plus tard en début de semaine, on vous envoie ce petit mail récapitulatif. Et merci beaucoup à Gaëlle et à Elsa pour tous ces éléments, pour toutes ces informations. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et on vous dit à bientôt.